Bonjour et bienvenue sur conduiteonline.com. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble toutes les questions posées au permis de conduire concernant les premiers secours. Le jour du permis, l'inspecteur pose 3 questions. Une première sur une vérification intérieure ou extérieure du véhicule, une deuxième sur la sécurité routière et une troisième sur les premiers secours. Dans cette vidéo, nous allons traiter uniquement les questions concernant les premiers secours. Les questions de vérification et de sécurité routière sont traitées dans une autre vidéo spéciale qui est également disponible sur ma chaîne. C'est parti pour les questions. Et on va commencer par passer en revue toutes les questions qui concernent la signalisation et la protection d'une zone de panne ou d'accident. C'est la rubrique « Protéger ». Comment et pourquoi protéger une zone de danger en cas d'accident routier ? En délimitant clairement et largement la zone de danger de façon visible pour protéger les victimes et éviter un suraccident. En cas de panne ou d'accident, quel équipement de sécurité doit être porté avant de quitter le véhicule ? Il faut porter le gilet de haute visibilité. Hors autoroute ou endroit dangereux, en cas de panne ou d'accident, où doit être placé le triangle de présignalisation ? À une distance d'environ 30 mètres de la panne ou de l'accident. Ou avant un virage ou un sommet de côte. Dans quelle situation peut-on déplacer une victime ? En présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable. Et ce déplacement doit rester exceptionnel. Par exemple, une voiture en flammes. Quelles sont les conditions pour réaliser le dégagement d'urgence d'une victime en présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable ? La victime doit être visible, facile à atteindre et rien ne doit gêner son dégagement. Il faut être sûr de pouvoir réaliser le dégagement de la victime. C'est-à-dire que l'on peut dégager la victime, mais uniquement si l'on ne se met pas soi-même en danger. Si un dégagement d'urgence de la victime est nécessaire, où doit-elle être déplacée ? Dans un endroit suffisamment éloigné du danger et de ses conséquences. Ok, on passe à la rubrique suivante. Voici maintenant toutes les questions concernant la façon d'alerter les secours lorsqu'on est victime ou témoin d'une panne ou d'un accident. C'est la rubrique « Alerter ». Par quel moyen doit être réalisée l'alerte des secours ? À l'aide d'un téléphone portable ou à défaut, un téléphone fixe ou une borne d'appel d'urgence. Pourquoi l'alerte auprès des services de secours doit-elle être précise et rapide ? Pour permettre aux services de secours d'apporter les moyens adaptés aux victimes dans le délai le plus court. Quels sont les numéros d'urgence à appeler ? Le 18 pour les sapeurs-pompiers, le 15 pour le SAMU et le 112 qui est un numéro d'appel des urgences commun à tous les pays d'Europe. Quelles sont les 3 informations à transmettre aux services de secours ? Le numéro de téléphone à partir duquel l'appel est émis, la nature du problème et la localisation la plus précise du problème. À quel moment pouvez-vous mettre fin à un appel avec les secours ? Uniquement lorsque notre correspondant nous invite à le faire. Lors d'un appel avec les services de secours, pourquoi devez-vous attendre que votre correspondant vous autorise à raccrocher ? Car il peut nous conseiller ou nous guider dans la réalisation des gestes à faire ou ne pas faire jusqu'à l'arrivée des secours. Sur autoroute, comment indiquer avec précision les lieux de l'accident depuis un téléphone portable ? Il faut indiquer le numéro de l'autoroute. Le long des autoroutes, vous trouverez des bornes kilométriques comme celle-ci qui indiquent ici le numéro de l'autoroute, dans cet exemple la 65. Il faut indiquer également le sens de circulation, c'est-à-dire la ville vers laquelle on se dirigeait au moment de l'accident ou de la panne. Ici par exemple, il faudrait dire qu'on roulait en direction de Paris ou de Reims. Et enfin, il faut indiquer le point kilométrique. Sur les bornes kilométriques, c'est ce chiffre-là. Qu'est-ce que le système d'alerte et d'information des populations, SAIP ?
c'est un signal destiné à avertir la population d'un danger imminent ou qu'un événement grave est en train de se produire. Comment est diffusée l'alerte émise par le SAIP ? Grâce aux sirènes, grâce aux médias tels que Radio France et France Télévisions, ou encore grâce à l'application mobile SAIP. Comment est composé le signal d'alerte du SAIP diffusé par les sirènes ? Il se compose de 2 codes distincts. Le signal national d'alerte, SNA, qui est une variation du signal sur 3 cycles successifs, et le signal de fin d'alerte, qui est un signal continu. Quel comportement adopter en cas de diffusion du signal d'alerte du SAIP ? Il faut se mettre en sécurité, s'informer grâce aux médias et sites internet des autorités dès que leur consultation est possible, et enfin, respecter les consignes des autorités. Voilà pour la rubrique alertée. On enchaîne avec les questions qui concernent la façon de porter secours à une personne accidentée ou blessée. C'est la rubrique secourir. Qu'est-ce qu'une hémorragie ? C'est une perte de sang prolongée qui ne s'arrête pas. Elle imbibe de sang un mouchoir en quelques secondes. Quels sont les risques pour une personne victime d'une hémorragie ? Une détresse circulatoire ou un arrêt cardiaque. Comment arrêter une hémorragie ? En appuyant fortement sur l'endroit qui saigne, avec les doigts ou avec la paume de la main en mettant un tissu propre sur la plaie. Qu'est-ce qu'une perte de connaissance ? C'est lorsque la victime ne répond pas et ne réagit pas, mais respire. Quels sont les risques pour une personne en perte de connaissance allongée sur le dos ? L'arrêt respiratoire et l'arrêt cardiaque. Citez les 3 manières d'évaluer l'état de conscience d'une victime. Lui poser des questions simples. Comment ça va ? Vous m'entendez ? Lui secouer doucement les épaules. Lui prendre la main en lui demandant d'exécuter un geste simple. Serrez-moi la main par exemple. Comment vérifier la respiration d'une victime ? On peut regarder si le ventre et la poitrine se soulèvent et on peut essayer de sentir de l'air à l'expiration en s'approchant de la bouche de la victime. Quel comportement adopter en présence d'une victime qui a perdu connaissance ? La victime ne répond pas et ne réagit pas, mais respire. Il faut la placer en position stable sur le côté ou position latérale de sécurité, alerter les secours et surveiller la respiration de la victime jusqu'à l'arrivée des secours. Pourquoi ne faut-il pas laisser une personne en perte de connaissance allongée sur le dos ? Car elle risque un étouffement par des liquides présents dans la gorge et la chute de la langue en arrière. Dans quel cas peut-on positionner une victime en position latérale de sécurité, PLS ? Si la victime ne répond pas, ne réagit pas et respire. Qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque ? C'est lorsque le cœur ne fonctionne plus ou fonctionne d'une façon anarchique. Quels sont les signes d'un arrêt cardiaque ? La victime ne répond pas, ne réagit pas et ne respire pas, ou présente une respiration anormale. Quel est le risque principal d'un arrêt cardiaque sans intervention des secours ? La mort de la victime, qui survient en quelques minutes. Pourquoi faut-il pratiquer immédiatement une réanimation cardio-pulmonaire sur une victime en arrêt cardiaque ? Car les lésions du cerveau surviennent dès les premières minutes. Quel comportement doit-on adopter en présence d'une victime en arrêt cardiaque ? Il faut alerter immédiatement les secours,
pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire. Et enfin, si possible, utiliser un défibrillateur automatisé externe, DAE. Qu'est-ce qu'un défibrillateur automatisé externe, DAE? C'est un appareil qui peut permettre de rétablir une activité cardiaque normale à une victime en arrêt cardiaque. L'utilisation d'un défibrillateur automatisé, DAE, sur une victime qui n'est pas en arrêt cardiaque présente-t-elle un risque? Non, car le défibrillateur se déclenche uniquement quand la victime est en arrêt cardiaque. Une personne non formée peut-elle utiliser un défibrillateur automatisé externe, DAE? Oui, grâce aux instructions fournies par l'appareil, des schémas et des messages vocaux. À partir de quel âge peut-on suivre une formation au premier secours? À partir de 10 ans. Voilà, ce cours sur les questions de premier secours est maintenant terminé. Pour vous aider dans vos révisions, je vous invite à télécharger sur notre site les fiches synthétiques qui résument toutes ces questions dans un document PDF. Vous pourrez imprimer ces fiches ou les consulter directement sur votre tablette. Merci et à bientôt sur conduiteonline.com.